Je pense que je ressens d'autant plus le besoin d'écrire que on vit dans un monde où l'information vous tombe des doigts en quelque sorte. C'est un peu comme du sable. Rien ne tient bien longtemps. Une actualité en chasse l'autre. C'est le buzz et la polémique qui l'emportent sur toute tentative de raison. Donc du coup, c'est vrai que écrire des livres, ça s'oppose un petit peu à ça. D'abord, il y a le temps que ça prend d'y réfléchir, de travailler, de faire un certain nombre de recherches, d'essayer de formuler les choses le plus clairement possible. Et puis, il y a l'aspiration qui est la mienne, en tout cas, de partager avec les lecteurs des choses que j'ai appris moi-même à comprendre. Il y a une forme d'expertise qui s'acquiert finalement dans les engagements qui sont les nôtres. Par exemple, là, en l'occurrence, sur la question des demandeurs d'asile, des réfugiés, en étant notamment présidente de France Terre d'Asile depuis quelques années, je vois très concrètement comment les choses marchent, ne marchent pas, ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne, et je trouve que c'est quand même utile de partager ça avec les citoyens plutôt que simplement de leur demander de se faire un avis sans rien connaître aux tenants et aboutissants. Le point de départ, c'est une rencontre qu'on a fait à Sciences Po Paris dans le cadre d'un cours que l'école m'a fait le plaisir de me laisser créer sur la question des réfugiés et de l'asile en général, avec cette idée justement de vraiment discuter clairement de ce que peut être une économie de l'asile et une économie des réfugiés, qui est une discipline qui n'existe pas vraiment en France, mais pour laquelle on a beaucoup de recherches. Et donc dans cette perspective-là, le choix avait été fait de faire venir des praticiens pour apporter un éclairage particulier aux différents étudiants et étudiantes qui viennent dans ce cours. Et donc Najat avait très aimablement accepté de venir parler du rôle de France Terre d'Asile et de cette relation spécifique qu'on a en France avec les associations et la délégation de service public qu'on leur confie. À l'issue de cette rencontre, on a eu l'occasion d'échanger. On a compris que nos approches étaient complémentaires et qu'il serait riche en fait de les mettre ensemble pour fournir un ouvrage grand public. Parce que c'est l'objectif de cet ouvrage, c'est de fournir un ouvrage grand public qui est fondé dans des expériences et dans une recherche scientifique. Et donc en travaillant à quatre mains, c'est un véritable travail à quatre mains, on a bâti un plan ensemble, puis ensuite on a écrit cet ouvrage, une véritable partition à quatre mains. On parvient, je pense, à fournir un ouvrage grand public sur des thématiques qui sont assez complexes au départ, tout en respectant en fait des fondamentaux qu'on s'était proposé de conserver, à savoir de la véritable recherche scientifique, des études solides, vérifiées et des expériences claires sur notamment le modèle français mais aussi le modèle européen. L'idée d'un livre comme celui-là, c'est à la fois de s'adresser aux citoyens, vraiment, c'est à lui qu'on parle, en lui donnant toutes les cartes en main pour qu'il puisse juger, se faire lui-même son avis et bien hiérarchiser ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et là, en l'occurrence, ce qui est important, nous semble-t-il, c'est de continuer de défendre le droit d'asile, qui est un droit extrêmement précieux et qu'on peut pas laisser juste entre les mains des manipulateurs qui l'instrumentalisent pour le rogner en permanence. Et deuxièmement, y compris réclamer de son État, de son gouvernement, qu'il ait une véritable politique migratoire, plutôt que de laisser s'installer cette idée qu'on est submergé, qu'on ne maîtrise plus rien, parce que finalement c'est dans l'intérêt y compris de chaque pays d'avoir une politique migratoire. Donc ce qu'on dit aux citoyens, c'est rendez-vous compte à quel point tout ça a de la valeur et défendez-le, ne vous laissez pas manipuler. Mais ensuite, l'autre personnage, entre guillemets, à qui on s'adresse, au-delà du citoyen, c'est évidemment l'État, le gouvernement, les pouvoirs publics, à qui on demande notamment de contribuer à faire la transparence et à faire progresser la connaissance sur tous les sujets dont on parle. Est-ce que oui ou non, la présence d'étrangers, de demandeurs d'asile, de réfugiés sur son sol accroît la criminalité? Est-ce que oui ou non c'est un poids pour les finances publiques ou au contraire ça enrichit, etc., etc. À toutes ces questions, il existe des réponses que la recherche peut apporter en travaillant sur les données, les statistiques, les éléments
que les pouvoirs publics ont entre les mains. Donc ce qu'on demande aux pouvoirs publics, c'est de mettre à disposition des chercheurs tous ces éléments pour qu'ils puissent nous éclairer et que le débat public sorte de la seule fantasmagorie dans laquelle on le connaît depuis trop longtemps maintenant sur ces sujets. Ce qui nous intéresse fondamentalement, c'est d'être capable de ramener de la véracité, de la vérité, de la clarté sur un sujet qui est pas forcément évident au départ, savoir faire une distinction claire entre ce qui relève de la migration forcée et de la migration volontaire. Tant qu'on n'a pas correctement mis en place les périmètres entre ces deux types de migration, on a une grande confusion en fait qui règne d'une part, et d'autre part, cette confusion, elle peut être manipulée. Certains groupes politiques en général en tirent profit, et donc nous, notre objectif, la contribution qu'on fait commune, c'est de mettre ensemble nos savoir-faire, donc un savoir-faire plutôt de praticienne avec une très grande expérience et un savoir-faire plutôt plus scientifique, mettre ces savoir-faire là ensemble pour recaler ces périmètres et savoir de quoi on parle. En fait, souvent ce qu'on dit, c'est en comprenant correctement ce qui relève des déplacements forcés, de l'asile, des réfugiés, on parlera mieux de migration en général, et on sera capable de mettre en place de véritables politiques migratoires. Dépassionné, c'est-à-dire faire appel à la raison, vous voulez dire oui, bien sûr qu'il faut faire appel à la raison. Après, il y a quand même une chose qui me frappe, c'est que, vous savez justement, dans les outils numériques, sur les écrans, etc., on parle souvent de l'effet bulle. De plus en plus, on est enfermé justement par les algorithmes dans des espèces de communautés où les gens pensent la même chose et du coup, ça nous est insupportable de nous confronter soudain à un avis contraire au nôtre. Enfin, vraiment, le monde est en train de changer de ce point de vue-là. Ça a commencé sur les écrans et le problème, c'est que ça rejaillit sur notre vie démocratique générale. On ne supporte plus la confrontation. On vit en bulle et en fait, vivant en bulle, j'ai aussi l'impression que d'une certaine façon, on catalogue très vite les émetteurs des messages. Par exemple, lorsque les chercheurs parlent, on les catalogue comme faisant partie d'une autre communauté qui va pas vraiment rejaillir sur la façon dont on perçoit les choses. Voilà. Et je pense que ce qui est très important pour sortir de ce dialogue de sourds, en quelque sorte, ou de cette impossible rencontre, et pour redonner de la place à la raison, c'est que la parole de la recherche ne soit pas portée que par des chercheurs. C'est que les politiques donnent de la valorisation à ce qui sort des travaux de la recherche. Vous voyez, que ce soit pas juste les chercheurs qui tirent les sonnettes d'alarme, par exemple comme pour le changement climatique. Si ça avait été juste les chercheurs et le GIEC, si c'était resté cantonné là, je peux vous dire, il y aurait pas eu beaucoup de prise de conscience dans la population générale. À un moment donné, il s'est passé quelque chose, il y a eu un déclic où des citoyens ou quelques politiques sont allés se saisir de ces travaux et les ont ramenés dans l'espace commun de discussion. Et c'est comme ça que la raison peut venir un petit peu impacter l'agenda politique. Et donc, sur ces sujets-là, on a besoin de ça. Tous les chercheurs, honnêtement, en fait, il y a un consensus entre tous les chercheurs quand vous les interrogez de différentes disciplines, sauf ceux qui ont un agenda politique établi dans l'autre sens. Mais les neutres, les objectifs, ceux qui travaillent, vous disent tous que, par exemple, non, ça ne coûte pas à une société, économiquement parlant, que d'accueillir des étrangers. Parce que, en fait, très vite, même si vous leur octroyez une allocation, etc., ils deviennent des consommateurs, donc ils contribuent à la richesse. Tous les chercheurs vous disent évidemment que compte tenu de l'évolution démographique, nos sociétés européennes ont besoin de se nourrir et de s'enrichir de nouveaux venus. Donc les chercheurs, en fait, si vous voulez, la voix de la raison, elle est là. La question, c'est pourquoi elle n'est pas entendue et donc le politique, les citoyens, les associations doivent davantage contribuer à les faire entendre. Bien sûr, et donc je trouvais que les commissions actuelles qui étaient en cours sur la question des réseaux sociaux sont très marquantes quand on les regarde de l'extérieur, où on a beaucoup de grands spécialistes des réseaux sociaux qui viennent nous expliquer qu'effectivement c'est plus facile de faire du bad buzz avec des choses très choquantes ou des images très simples. C'est pas forcément quelque chose de facile à rencontrer et à surmonter. Néanmoins, je pense qu'on a la conviction partagée que c'est pas parce que on est sur des sujets complexes, parfois difficiles, que c'est ennuyeux.
et que en réalité, lorsqu'on met la bonne intention, lorsqu'on prend le temps, qu'on a envie de mettre de la pédagogie, on peut d'une part décomplexifier ces éléments-là, et puis quand on s'entoure correctement, alors moi je suis pas du tout un spécialiste des réseaux sociaux, mais je pense qu'avec en mettant en place de la pédagogie, un spécialiste des réseaux sociaux par exemple, on peut tout à fait faire passer des messages qui sont forts, qui sont fondés, et revenir à la racine par exemple d'une démonstration, c'est pas forcément très compliqué, et ça à mon avis on peut le mettre dans les mains du grand public. Je pense que la principale chose c'est aussi d'intéresser le grand public en lui disant que c'est important pour eux-mêmes d'avoir une connaissance véritable des mécanismes qui sont à l'œuvre dans les politiques publiques dont ils bénéficient, mais auxquelles ils contribuent également. Et donc ça, c'est fondamental au niveau national, au niveau international également. Et on a parlé déjà du changement climatique. On fait la démonstration que, a priori, on est capable d'expliquer des choses qui sont pas si simples au départ et qui aujourd'hui ont réussi à se diffuser plutôt correctement auprès du grand public et de la population en général. Oui, alors c'est vrai que en fait il y a une espèce de fil de cohérence entre les derniers livres auxquels, enfin soit que j'ai rédigé, soit auxquels j'ai contribué et qui me tient à cœur. Parce que finalement mon livre sur le ghetto scolaire, en finir avec le séparatisme, c'était vraiment exactement le même sujet. C'était de dire il y en a marre des réformes éducatives qu'on mène sans en évaluer véritablement les effets, des débats éducatifs à l'emporte-pièce qui portent des jugements définitifs alors que on n'a pas regardé ce qui marche pas. Et en l'occurrence sur la question de la mixité sociale, tout le livre visait à revenir notamment sur des choses que j'avais mises en place à l'époque et qui ont été évaluées par la science et qui démontrent que on peut changer la donne en fait, en gros. Et c'est vrai que ensuite, le petit livre sur la laïcité, c'est aussi cette idée que stop avec les débats. Encore une fois, à l'emporte-pièce. En fait, la laïcité, c'est en fait tout le monde pourrait y adhérer si tant est qu'on cessait de l'instrumentaliser. Donc, c'est revenir à l'esprit de cette laïcité. Qui n'a jamais été pensé pour s'en prendre à une religion par rapport à d'autres ou pour exclure, mais plutôt comme une règle de vie en commun en réalité. Je pense que cette pédagogie-là, en fait, elle manque terriblement dans le débat public d'aujourd'hui et donc voilà, ces livres servent aussi à ça.